Le 30 novembre 2025, BYD annonce le rappel de 88 981 exemplaires de la Kin Plus DMI, mon modèle, à cause d'une instabilité des blocs de batterie. 11 mois plus tôt à peine, en décembre 2024, la 2 millionième voiture de la famille Kin sortait des chaînes de montage sous le même slogan qui m'avait convaincu, moi et des millions d'autres. L'électricité coûte moins cher que l'essence, pour un prix de départ de 79 800 yuan. Depuis avril 2025, la part des hybrides rechargeables dans les ventes de BYD chute 9 mois d'affilée. La part de marché du groupe sur les véhicules électrifiés en Chine s'effondre de 34,1% à 27,2%. Et le bénéfice trimestriel plonge de 33%, du jamais vu depuis la pandémie. Si ce pari hybride était une stratégie géniale et non une tactique de court terme, pourquoi BYD elle-même bascule-t-elle vers le tout électrique en 2025 pendant que ma propre voiture finit dans une liste de rappels? Je vais remonter toute la chaîne, du premier hybride rechargeable de série en 2008 jusqu'au défaut d'aujourd'hui, pour comprendre si ce pari relevait d'une conviction technologique ou d'une arme tactique, payée au final par des acheteurs comme moi. Parce qu'au moment de l'achat, honnêtement, tout semblait cohérent. Le discours de BYD était simple, presque évident. Pourquoi payer le plein d'essence quand la même carrosserie, avec la même autonomie combinée, coûte moins cher à l'usage grâce à l'électrique? La Kin Plus DMI Glory Edition affichait un prix plancher de 79 800 yuan en février 2024, une consommation annoncée de 2,9 litres au 100 km pour la génération DM5 et une autonomie totale allant jusqu'à 2000 km. Sur le papier, c'était imparable. J'avais l'impression de payer le prix d'une berline à essence ordinaire pour repartir avec une technologie que personne d'autre ne proposait à ce niveau tarifaire. Et le contexte donnait raison à cette impression. En décembre 2024, la famille Kin franchissait le cap des 2 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement. La même année, la Chin LDMI devenait la berline familiale la plus vendue de Chine dans sa catégorie, avec plus de 284 000 unités écoulées. Un modèle qui, certains mois, dépassait les 43 000 ventes à lui seul. BYD, dans son ensemble, venait de vendre plus de 4,27 millions de véhicules sur l'année, en hausse de 41,3% par rapport à 2023. Ce n'étaient pas des chiffres marginaux. C'était un constructeur en train de dépasser des groupes centenaires, avec pour fer de lance une gamme que je venais moi-même de choisir. Alors oui, je l'admets sans détour, je me sentais malin. Je me disais que j'avais compris quelque chose avant le reste du marché occidental, que j'avais accès à une technologie chinoise plus mature, moins chère et déjà validée par des millions de familles. Le raisonnement tenait la route sur le papier, les chiffres de vente, la croissance à 2 chiffres, le prix imbattable, tout semblait converger vers la même conclusion. J'avais fait le bon choix, au bon moment, avec le bon constructeur. Sauf que si tout s'était vraiment passé comme promis, je ne serais pas en train de vous raconter ça avec ce ton, aujourd'hui. Une voiture qui incarnait l'avenir abordable ne devrait pas se retrouver, moins d'1 an après son pic symbolique, dans une liste de rappels pour un défaut de batterie. Une stratégie qui devait être une conviction de long terme ne devrait pas, à peine 12 mois plus tard, être discrètement dépassée en interne par l'électrique pure. Quelque chose dans cette belle histoire ne colle pas, et ce quelque chose ne date pas de 2024. Il remonte 15 ans plus tôt, à une décision prise bien avant que je ne signe le moindre contrat. Avant d'acheter ma Chin, j'ai fait ce que tout acheteur un peu méfiant fait. J'ai regardé l'histoire de la marque. Et honnêtement, ça impressionne. En 2008, BYD sort la F3 DM, la toute première voiture hybride rechargeable produite en série au monde. Pas un prototype, pas un concept car de salon. Un vrai véhicule vendu, avant même que Tesla ne livre sa première berline grand public. Sur le papier, ce n'est pas une entreprise qui découvre l'électrique par opportunisme. C'est une entreprise qui l'a inventée, ou presque, 15 ans avant de me vendre ma voiture. Derrière cette avance technique, il y a une philosophie que Wang Chuanfu répète depuis des années. La stratégie sur 2 jambes.
Environ 2/3 des foyers chinois, à l'époque, n'ont pas de voiture du tout. L'hybride rechargeable, dans son discours, devient la première voiture de la famille. Celle qui rassure, qui ne dépend pas d'une borne de recharge introuvable. L'électrique pur, lui, sera la deuxième voiture, celle qu'on ajoute une fois la confiance installée. C'est un discours cohérent. C'est même, je dois l'admettre, plutôt malin comme lecture du marché chinois de l'époque. Et la trajectoire produit colle à ce discours. La Qin originale arrive en décembre 2013 avec environ 50 km d'autonomie électrique et plus de 500 km d'autonomie totale. Déjà un compromis pensé pour rassurer sans effrayer. En septembre 2018, la Qin Pro élargit l'offre avec 3 motorisations en parallèle: thermique, hybride rechargeable, électrique pure. Rien n'est encore misé sur une seule carte. C'est une gamme construite brique par brique, sur 5 ans. Pas un pivot de communication décidé un trimestre pour l'autre. Puis vient mars 2020 et la Blade Battery. BYD présente sa batterie LFP avec un test devenu culte. On plante un clou dedans et la température de surface reste entre 30 et 60 degrés. Pas d'incendie, pas d'emballement thermique. Le message est clair, sécurité d'abord. Mais il y a aussi un chiffre plus discret, presque enterré dans les fiches techniques. Un coût de cellule estimé entre 55 et 65 $ le kilowattheure, contre 80 à 100 $ et plus chez la concurrence sur Chimie NMC. Ce n'est pas juste une prouesse d'ingénieur, c'est un avantage de coût qui va irriguer toute la gamme, hybride comme électrique. Officiellement, la ligne du discours n'a jamais varié. Le PHEV est présenté comme un pont temporaire, adapté à un marché où l'infrastructure de recharge n'est pas encore mûre. Pas une fin en soi, une étape. Et sur un marché comme la Chine du milieu des années 2010, où les bornes publiques restent rares hors des grandes métropoles, cette explication tient parfaitement debout. Je l'ai lu, je l'ai cru, et à sa place, je pense que beaucoup d'entre vous l'auraient cru aussi. C'est exactement ce récit-là qui m'a convaincu au moment de signer. 15 ans de recherche, une invention mondiale, une philosophie cohérente, une batterie moins chère et plus sûre que celle des concurrents, ça ne ressemble pas à un coup marketing monté à la va-vite. Ça ressemble à une conviction d'ingénieur, portée depuis 2008 jusqu'à ma voiture, patiemment, génération après génération de Qin. Sauf qu'il y a un détail qui ne colle pas et qui a fini par me travailler. Si ce pont technologique est aussi sincère, aussi mûrement construit sur 15 ans de développement patient, alors comment expliquer que ce même modèle, la Qin, soit devenu quelques années plus tard l'arme d'une guerre des prix si brutale qu'elle a fait plonger le prix moyen d'une voiture sur tout le marché chinois? Un pont, ça se construit lentement. Ce qui s'est passé ensuite avec les prix de la Qin Plus, ça ne ressemble pas à de la patience. Ça ressemble à autre chose. Ce prix, je l'ai vu naître sous mes yeux, sans comprendre ce qu'il annonçait vraiment. En février 2023, BYD sort la Qin Plus DMI Champion Edition à partir de 99 800 yuan. Pour la première fois, une DMI passe sous la barre symbolique des 100 000 yuan, un prix aligné sur celui d'une berline à essence équivalente. Sur le papier, c'était une prouesse industrielle. Dans les faits, c'était le premier coup de feu d'une guerre qui allait dévorer tout un secteur. Un an plus tard, en février 2024, rebelote, mais plus brutale. La Qin Plus DMI Glory Edition tombe à 79 800 yuan sous le slogan qui m'a personnellement convaincu: l'électricité moins chère que l'essence. Vendu comme ça, c'était irrésistible. Vu de l'extérieur, c'était surtout un aveu. Pour continuer à vendre, il fallait vendre moins cher que l'année précédente, encore et encore. Une marque ne casse pas ses propres prix par générosité. Elle le fait parce qu'elle n'a plus le choix. Le mois suivant, en mars 2024, arrive la Qin LDMI, portée par la technologie DM de 5e génération. Consommation annoncée, 2,9 litres au 100 km. Autonomie combinée revendiquée, jusqu'à 2000 km. Des chiffres qui donnent le vertige et qui, avouons-le, ont fait toute la magie du discours commercial.
Sur le catalogue, ça ressemblait à une révolution technique. Dans la réalité du marché chinois de 2024, ça ressemblait surtout à une arme dans une bataille de prix qui ne connaissait plus de limites. Parce que Qin n'était pas seul dans cette course. Selon l'estimation de Li Yanwei, analyste de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, plus de 200 modèles ont été entraînés dans cette guerre des prix rien qu'en 2024. Le prix moyen d'une voiture en Chine est tombé de 217 000 à 194 000 yuan en 3 ans, une chute de 11%. Autrement dit, ce que je prenais pour une bonne affaire personnelle était en réalité un symptôme collectif, partagé par toute une industrie en train de s'auto-dévorer. Et le prix de cette dévoration se chiffre. Toujours selon Li Yanwei, la guerre des prix a détruit environ 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires sectoriel entre 2023 et 2025, près de 69 milliards de dollars évaporés en 3 ans. Pas des pertes abstraites, des marges rasées chez des constructeurs, des concessionnaires étranglés, des chaînes entières sous tension. Moi, je voyais un prix qui baissait. Eux, ils voyaient un système qui craquait. Même BYD, le fer de lance de cette guerre, n'en est pas sorti indemne. La compagnie a enregistré sa première baisse annuelle de bénéfices depuis la pandémie. Pas une petite marque en difficulté. Le géant qui avait vendu plus de 4,2 millions de véhicules en 2024, en hausse de 41,3%. Même ce mastodonte-là a fini par saigner. Ça devrait vous dire quelque chose sur la soutenabilité réelle de ces prix qu'on m'a vendus comme une évidence technologique. Et c'est Wang Chuanfu lui-même, le fondateur, qui a lâché le mot juste dans une lettre aux actionnaires. Cette étape de l'industrie, il l'a qualifiée de « phase brutale », un knock-out. Pas une métaphore anodine venant du dirigeant qui a lancé la course. Quand celui qui tient le marteau appelle ça un coup de massue, on devrait peut-être arrêter de croire que le prix qu'on nous propose reflète simplement une meilleure ingénierie. Parce qu'au fond, une question s'impose, et elle ne me lâche plus. Si personne dans cette guerre n'en sort gagnant, ni les constructeurs concurrents, ni BYD elle-même selon ses propres comptes, alors qui a payé la différence pour que ma Chine coûte si peu cher? Un prix ne descend jamais tout seul. Quelqu'un, quelque part dans la chaîne, encaisse l'écart que je ne vois pas sur mon reçu. Et la réponse à cette question ne se trouve pas dans les chiffres de vente, ni dans les discours de Wang Chuanfu. Elle se trouve plus bas dans la chaîne, chez ceux qui fabriquent les pièces sans jamais apparaître dans les publicités, et dans une frontière européenne que personne ne m'a expliquée avant que je signe. Alors, d'où venait vraiment cet argent? Parce qu'un prix qui descend sous les 100 000 yuan, puis sous les 80 000, ça ne tombe pas du ciel. Quelqu'un paie la différence, quelque part dans la chaîne. Et en creusant les rapports financiers de BYD, on tombe sur un nom qu'on ne voit jamais dans les publicités. Dilian. Une plateforme de paiement maison, un système de trades internes que le constructeur utilisait pour régler ses fournisseurs. Efficace, disait-on. Pratique pour la trésorerie, en réalité. En 2023, selon Bloomberg, BYD réglait ses fournisseurs en moyenne au bout de 275 jours. Comparez ça à Tesla, 85 jours. Toyota, 55 jours. Volkswagen, 65 jours. BYD payait donc 3 à 5 fois plus lentement que ses concurrents directs. Concrètement, ça veut dire qu'un fournisseur de composants attendait presque 9 mois pour être payé, pendant que BYD, elle, encaissait déjà l'argent des clients qui achetaient leur Qin à prix cassé. La marge de manœuvre financière ne venait pas d'une technologie plus efficace. Elle venait du fournisseur d'à côté, celui qui trinquait en silence. Et ce n'était pas fini. En novembre 2024, un mémo interne a demandé aux fournisseurs de baisser leur prix de 10% supplémentaires pour 2025. 10% à ajouter à des mois d'attente pour être payés. Pour beaucoup de PME chinoises qui dépendaient de BYD comme client principal, c'était l'équation impossible. Produire moins cher, attendre plus longtemps et espérer survivre. Ce n'est pas moi qui invente une conclusion morale ici. C'est l'arithmétique brute d'une entreprise qui exigeait de la marge sans vouloir la prendre sur son propre prix de vente. Le gouvernement chinois a fini par intervenir. Depuis le 1 juin 2025,
Une nouvelle réglementation limite à 60 jours le délai de paiement des PME fournisseurs et interdit de forcer ces PME à accepter des traites non monétaires à la place d'un vrai virement. BD s'est mise en conformité, en apparence. Au troisième trimestre 2025, le délai moyen était redescendu à environ 57 jours. Ce qui pose une question simple, à laquelle on reviendra. Si le prix imbattable de mon TIN reposait en partie sur 275 jours de crédit gratuit arrachés aux fournisseurs, que devient ce prix quand la loi ferme cette porte ? Pendant que la bataille des prix ravageait l'intérieur de la Chine, une autre bataille se jouait à l'extérieur. Et là, le PHEV avait une carte que le BEV n'avait pas. En juillet 2024, l'Union européenne a imposé des droits de douane anti-subvention sur les véhicules 100% électriques chinois. 17,0% pour BD. Sévère, mais gérable. Sauf que ces droits ne concernent que les BEV. Les plug-in hybrides comme le TIN, eux, passent la frontière sans cette surtaxe. Résultat, entre août 2024 et août 2025, les ventes de plug-in hybrides chinois en Europe ont été multipliées par près de 14. 14 fois plus, en un an, pendant que le BEV chinois se heurtait au mur tarifaire. Vous voyez le motif se dessiner. Le hybride n'était pas seulement une arme de guerre des prix en interne, c'était aussi la porte de sortie fiscale à l'export. Et ça, BD l'a bien compris ailleurs qu'en Europe. En mai 2024, la marque a lancé son pick-up Shark, un PHEV au Mexique, avec plus de 11 000 unités exportées dès la première année. Une première mondiale hors de Chine, ce qui n'arrive presque jamais pour BD. Aux États-Unis, où une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois rend toute percée directe illusoire, certains analystes voient dans ce lancement mexicain un test, une manière détournée de préparer un terrain plus vaste. C'est une lecture, pas un fait confirmé, mais elle colle parfaitement à un schéma qu'on commence à connaître. Partout où le mur tarifaire se dresse pour le BEV, le PHEV trouve la fissure. Sauf que ce système, lui aussi, a une date de péremption. À partir de 2026, la Chine impose que les PHEV et EREV justifient d'une autonomie électrique minimale de 100 km pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux. Or, selon certaines estimations d'analystes, jusqu'à 40% des PHEV actuellement sur le marché ne rempliraient pas ce critère. 40% d'une flotte entière qui pourrait perdre son avantage fiscal du jour au lendemain. Et vous, propriétaire d'un TIN DMI acheté sur la promesse d'un pont vers l'avenir, vous êtes en plein dans cette zone d'incertitude, sans savoir encore, à ce stade de l'histoire, ce que BYD elle-même s'apprête à faire de sa propre stratégie hybride. Il y a un moment où les chiffres arrêtent de mentir, même si personne chez BYD n'a envie de les commenter à voix haute. En 2025, sur l'ensemble de l'année, la part des véhicules 100% électriques dans les ventes de BYD a dépassé celle des hybrides rechargeables. 49,6% de BEV contre 50,4% de PHEV. L'écart est mince, je vous l'accorde, mais le sens du mouvement, lui, ne l'est pas. Les ventes de PHEV ont reculé 9 mois d'affilée à partir d'avril. 9 mois. Pas un accident de parcours, une tendance de fond. Et devinez quelle gamme portait le plus fort ce recul. Au deuxième trimestre 2025, la part du 100% électrique chez BYD a atteint un sommet historique, 53,8% des véhicules particuliers vendus. Un an ou deux plus tôt, on m'expliquait que le PHEV était la première voiture idéale pour les 2/3 des foyers chinois sans véhicule, le pont indispensable avant l'électrique. Très bien. Sauf que le pont, visiblement, on est en train de le démonter par l'autre bout. Et je suis toujours dessus, avec mon TIN, en train de me demander si je suis passé de l'autre côté ou si je regarde juste le paysage changer sans moi. Pendant ce temps, la position de BYD sur son propre marché s'effrite. En 2024, l'entreprise détenait 34,1% du marché chinois des véhicules à énergie nouvelle. En 2025, cette part est tombée à 27,2%. 7 points perdus en un an, ce n'est pas un ajustement, c'est un signal d'alarme. Et qui ramasse les parts ?
Geely, dont les ventes ont bondi de 81,3%, portant sa part à 12,2%, devenu le principal poursuivant de BYD. Le géant qui avait construit sa légende sur le prix cassé du DMI se retrouve à défendre son territoire au lieu de l'agrandir. Et puis, il y a la réforme fiscale. À partir de 2026, pour bénéficier des avantages fiscaux, un PHEV devra afficher une autonomie électrique d'au moins 100 km. Ce n'est pas un détail administratif, c'est l'État chinois lui-même qui redéfinit ce qu'est un vrai véhicule électrifié et qui pousse toute la catégorie, la mienne, vers la sortie ou vers une refonte technique coûteuse. Le mur qu'on m'avait vendu comme un long pont commence à ressembler à une voie sans issue réglementaire. Le 17 octobre 2025, BYD annonce le rappel de 115 783 véhicules, des Tang de 2015 et des lots de Yuan Pro. On se dit, bon, des vieux modèles, des soucis isolés, rien de dramatique. J'ai voulu y croire moi aussi. Puis vient le 30 novembre 2025. BYD rappelle 88 981 Kin Plus DMI, la même famille que ma voiture, le même modèle, qui avait franchi les 2 millions d'unités 11 mois plus tôt sous les applaudissements. Motif, une instabilité de puissance des blocs batterie, un problème de constance dans l'assemblage. Pas un défaut de conception de la technologie DMI en elle-même, précisons-le honnêtement, mais un défaut de fabrication, sur exactement le produit qu'on m'avait vendu comme la preuve vivante du génie industriel de BYD. Ironie amère, le symbole du triomphe devient le symbole du rappel. Au total, sur l'année 2025, BYD a rappelé plus de 210 000 véhicules. Et les comptes suivent la même courbe descendante. Le bénéfice net trimestriel chute de 33% sur un an. Le chiffre d'affaires recule de 3%. La première baisse de revenus de l'entreprise en plus de 5 ans. On ne parle plus d'un simple ralentissement de croissance. On parle d'une machine qui, après avoir cassé les prix de tout le marché, encaisse la facture qu'elle avait elle-même envoyée aux autres. Alors voilà où j'en suis, concrètement, avec ma voiture dans mon garage. L'entreprise qui me l'a vendue investit désormais son avenir dans l'électrique pure, pendant que la gamme à laquelle j'appartiens recule, se fait rappeler et perd sa faveur réglementaire à partir de l'année prochaine. Si le pari hybride n'était qu'une étape dans la stratégie de BYD, une étape déjà en train de se refermer, qu'est-ce que ça signifie pour la valeur de revente de mon véhicule, là, maintenant, pas dans 10 ans? Et cette question m'en ramène une autre, plus ancienne, plus tenace. Ce slogan qu'on m'a vendu, l'électricité moins chère que l'essence, est-ce qu'il a seulement tenu la route en dehors des brochures? Souvenez-vous du slogan qui m'a fait signer, l'électricité coûte moins cher que l'essence. 2,9 litres au 100 km, annoncé noir sur blanc sur la fiche technique de mon Chin. Ça sonnait comme une évidence scientifique. Sauf que, par des instituts comme l'ICCT, Fraunhofer et Transport et Environnement, une réalité bien moins glorieuse a fini par sortir. Sur le marché des hybrides rechargeables, essentiellement observé en Europe, la consommation réelle constatée est 2 à 5 fois supérieure à celle annoncée sur le papier. Pas 10% d'écart. Multiplié par 2, parfois par 5. Et voilà la statistique qui, à mon avis, démonte tout l'argument commercial. Le mode électrique, censé fonctionner plus de 80% du temps selon les promesses des constructeurs, n'est en réalité utilisé qu'environ 30% du temps. Traduction simple, les 2/3 de vos trajets, vous roulez au moteur thermique, dans une voiture plus lourde à cause de la batterie qu'elle traîne, avec une consommation qui grimpe en conséquence. Le mythe du hybride qui roule presque toujours en électrique, c'est exactement ça. Un mythe entretenu par des cycles d'homologation qui ne ressemblent à rien de votre conduite quotidienne. Alors, reprenons depuis le début, parce que la boucle mérite d'être bouclée. En 2008, la F3DM inaugurait l'idée d'un hybride rechargeable produit en série. Une vraie prouesse technique, je ne le nie pas. Wang Chuanfu parlait de « marcher sur 2 jambes », de donner une première voiture accessible aux 2/3 des foyers chinois sans automobile. Sur le papier, une philosophie cohérente, presque généreuse. Mais entre 2023 et 2024, cette philosophie s'est transformée en arme de guerre des prix.
Qin plus DMI sous les 100 000 yuan, puis sous les 80 000, plus de 200 modèles entraînés dans la spirale, et au bout du compte, par l'estimation d'un analyste de l'Association chinoise des concessionnaires automobiles, près de 471 milliards de yuan de chiffre d'affaires sectoriel détruit en 3 ans. Cette dépréciation qui a rendu ma voiture si abordable, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été financée en amont, sur le dos des fournisseurs payés en moyenne à 275 jours en 2023, contre 85 chez Tesla, 55 chez Toyota. Et à l'extérieur, elle a profité d'une faille tarifaire. Les droits de douane européens de 17% frappaient les électriques purs, jamais les hybrides rechargeables, ce qui explique en partie pourquoi les ventes chinoises de PHEV ont été multipliées par 14 en Europe en un an. 2 guerres, une seule victime silencieuse, le portefeuille de l'acheteur qui croyait profiter d'une aubaine. Puis, en 2025, le même constructeur qui m'avait vendu ce pont vers l'avenir a commencé à traverser ce pont bien plus vite que prévu, vers l'électrique pure. La part des BEV a dépassé celle des PHEV pour la première fois, 49,6% contre 50,4%, avec 9 mois consécutifs de recul des hybrides rechargeables à partir d'avril. Officiellement, la stratégie reste les 2 jambes. Mais quand une jambe recule pendant 9 mois d'affilée, pendant que l'autre grimpe à un niveau record de 53,8% au 2e trimestre, on peut légitimement se demander laquelle des deux portait vraiment l'entreprise vers l'avant. Et puis, il y a eu le rappel. Le 30 novembre 2025, 88 981 Qin plus DMI, rappelé pour un problème d'assemblage des blocs batteries, s'ajoutant à un précédent rappel d'octobre de plus de 115 000 véhicules. Plus de 210 000 voitures rappelées sur l'année. Je ne vous dis pas que la technologie DMI est défaillante par nature. Les sources parlent d'un problème de constance dans la production, pas d'un vice de conception. Mais le symbole, lui, est cruel. Le même modèle, célébré comme la voiture symbole de 2 millions d'exemplaires vendus en décembre 2024, devient, un an plus tard, le symbole du défaut produit à la va-vite. Alors voici mon conseil, et je ne le formule pas à la légère. N'achetez pas un hybride rechargeable BYD en croyant investir dans un pont solide vers l'électrique. Ce que les faits montrent, c'est une tactique de guerre des prix et de contournement tarifaire, pas une conviction technologique durable. La preuve, c'est le propre virage de l'entreprise vers l'électrique et le rappel de près de 89 000 Qin plus. Le risque que vous prenez, c'est une valeur de revente fragilisée sur une technologie que le constructeur lui-même traite comme transitoire, et une chance non négligeable de vous retrouver, un jour, dans les statistiques d'un rappel. Si vous avez vécu la même désillusion, ou si vous envisagez d'acheter malgré tout, dites-le moi en commentaire.